Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 59e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Yann Lenaine. Bonjour Yann. Salut Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Ouais, bien sûr. Alors, je suis consultant en marketing digital. Je suis spécialisé en prospection B2B principalement. Je suis aussi copywriter. Je fais pas mal de choses finalement. J'aide des entrepreneurs B2B et des commerciaux de temps en temps à générer un flux continu de leads qualifiés. Donc, j'élabore tout un tas de stratégies pour les aider à générer des leads. Donc ça passe par tout un tas de leviers différents. Donc j'aborde pas mal de sujets, notamment dans mes contenus. Je parle autant de marketing que de vente finalement, parce que pour moi les deux sont très liés. Donc voilà un petit peu mon champ d'action. D'accord. Je te suis depuis un moment sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, un peu tout ce que tu fais. J'ai été inscrit aussi un long moment à tes emails quotidiens. Tu fais ça depuis combien de temps ? Alors, j'ai lancé ma chaîne en novembre 2016. J'avais une fréquence de contenu assez élevée puisque je publie 4 vidéos par semaine pendant un bon moment, pendant un bon 2-3 ans. Donc, j'ai ma chaîne YouTube depuis ce moment-là. Je publie une fois par semaine minimum. Et pour ma newsletter quotidienne, donc j'envoie un email du lundi au dimanche depuis janvier 2019, sans jamais rater un seul jour, sans recycler de contenu. Donc, c'est assez intense, ouais. Donc, janvier 2019. Mais du coup, j'exerce ce métier-là, grosso modo, depuis 7 ans. Très très fort. On va parler productivité notamment parce que pour produire du contenu tous les jours comme tu le fais, en essayant d'apporter de la valeur ajoutée, je pense qu'il faut pas mal se creuser la tête. Ouais. On rentre dans le vif du sujet. Comment tu fais déjà pour ce genre de choses ? Je dois déjà dévoiler tous mes secrets. Non, en réalité, il y a pas de magie. Non, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'autodiscipline. En fait, bizarrement, je suis un grand feignant. Et du coup, je crée des systèmes, si tu veux, pour justement sur lesquels je me repose, qui me permettent justement d'avoir ça me permet d'être aussi prolifique. J'ai des plages horaires durant lesquelles je fais les choses et je m'y tiens. Et je fais aussi appel à des prestataires qui m'aident sur certains points bien précis. Donc, on peut rentrer dans les détails si tu veux, hein. Mais grosso modo, j'ai un moment durant lequel je pense. Je brainstorm pour trouver des idées de contenu. Par exemple, le lundi matin, je vais chercher mes idées de vidéos. Je vais aussi faire dans la foulée le plan. Et puis le mercredi matin, je vais tourner plusieurs vidéos d'affilée. Et je vais prendre un autre moment durant lequel je vais programmer ces vidéos. Donc en fait, il y a une tâche en fait, vu que ce sont quand même des tâches de nature différente, je vais pas, brainstormer puis ensuite tourner la vidéo dans la foulée. Je vais avoir un moment durant lequel je brainstorm, je vais avoir un moment durant lequel je tourne les vidéos et un autre moment durant lequel je programme. Et c'est pareil pour mes emails. Pour la rédaction de mes emails quotidiens, j'écris le lundi matin, le mardi matin, et je me suis rendu compte que j'étais plus efficace en rédigeant et sans me relire derrière, etc. Donc en fait, je rédige tout d'une traite. C'est assez naturel pour moi. C'est le truc que je sais le mieux faire. Et ensuite derrière, j'ai ma correctrice qui s'occupe de checker les coquilles, etc. Et elle envoie ensuite les emails corrigés à mon assistant qui s'occupe de programmer les choses. Donc c'est toute une organisation comme ça qui me permet
En fait, je me repose simplement sur cette expression, on utilise cette expression assez souvent, la zone de génie. Je me repose sur ma zone de génie, donc ce sont des choses qui sont faciles pour moi. Et ensuite, tous les trucs un petit peu compliqués, qui sont pas forcément naturels ou sur lesquels je suis pas forcément très bon, bah je vais faire appel à des gens qui sont meilleurs que moi et plus carrés que moi pour m'assister, quoi. D'accord. Oui, tu le disais, j'imagine, c'est de la rigueur, beaucoup de discipline pour pouvoir faire ça, et Ouais. après un peu d'automatisation derrière. Ouais, automatisation et délégation, quoi. Optimisation, automatisation, délégation, c'est souvent ce que je fais. J'optimise au maximum ce que je peux optimiser. J'automatise ce que je peux automatiser et je délègue ce que je ne peux pas automatiser. Et ça permet ensuite d'avoir un bon flow, quoi. Un bon flow. D'accord. Quel est ton background, quel est ton parcours pour t'amener à ce genre d'activité, à être infopreneur, en fait, qui aide les autres infopreneurs? Alors c'est marrant. Bon, déjà j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir. J'ai eu des études un peu chaotiques, mais j'ai une licence de droit, donc rien à voir. Mais je pense que c'est de là que vient ma rigueur. Ensuite j'ai fait j'ai voulu me barrer du droit, c'était pas un truc qui me plaisait, donc je voulais faire de la pub. Donc j'ai fait une petite école de communication, de pub en fait. J'ai fait 6 mois de formation en créativité publicitaire et ensuite j'ai enchaîné des stages et des CDD dans de grandes agences de pub. Donc j'étais créatif, concepteur rédacteur plus précisément. Et ensuite j'en avais marre de bosser pour quelqu'un d'autre, donc je me suis lancé à mon compte directement sans trop savoir dans quoi je me lançais, mais vu que je bossais beaucoup sur des campagnes digitales notamment, je me suis lancé en tant que community manager freelance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai documenté mon parcours. C'est-à-dire que j'y connaissais rien. Moi, j'ai pas fait d'études de marketing à proprement parler. J'ai fait rapidement des études sur la pub, enfin en créativité publicitaire. Mais honnêtement, la plupart des choses que j'ai apprises sont sur le terrain, directement en agence. Et ensuite, quand j'étais indépendant, j'ai beaucoup documenté ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup formé sur la vente, justement sur la prospection, et c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai le business que j'ai. C'est la vente qui m'a rendu libre d'une certaine manière. Donc voilà, c'est enfin je suis vraiment autodidacte pour le coup sur ce genre de sujet. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'au début, j'étais en contact avec toi, où je suivais ton parcours quand tu aidais à des créations de sites web, ou me semble-t-il comme ça, des tunnels de vente ou ce genre de choses. Alors, je crois pas avoir proposé ça. C'est pas impossible parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais il me semble pas avoir proposé des tunnels de vente. J'ai assez rapidement, en fait, si tu veux, pour développer mon activité, moi, je me suis rapidement concentré sur LinkedIn. Donc, en fait, j'ai surtout aidé là-dessus, sur la génération de leads sur LinkedIn. Ça fait un bon moment aujourd'hui que je suis sur la plateforme, bien avant que ce soit à la mode. D'ailleurs, en 2017, j'avais déjà créé une formation sur le sujet et c'est vraiment la plateforme qui m'a le plus aidé. Donc, j'ai principalement aidé là-dessus et aujourd'hui, je continue à le faire. J'ai créé pas mal de méthodes de prospection basées sur LinkedIn notamment, mais il me semble pas avoir proposé des sites internet, c'est sûr que non, parce que je suis un très mauvais designer et je sais pas coder pour le coup, mais voilà un petit peu mon background par rapport à tout ça. D'accord. Donc ça veut dire que tu recrutes tous tes nouveaux élèves sur LinkedIn principalement. Non, pas que, justement. C'est ça qui est, alors c'est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, mon canal d'acquisition principal, ça reste YouTube. Mais je parle beaucoup de LinkedIn sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que en fait, il est possible de savoir simplement ce que les gens cherchent. Voilà, sur quelles sont leurs problématiques, et ensuite je fais des vidéos pour répondre à ces problématiques. Donc je suis principalement découvert comme ça. Mais comme j'ai beaucoup parlé de prospection commerciale, B2B au départ, j'ai une audience qui me suit principalement pour ça. LinkedIn, ça reste, en fait, c'est assez bizarre, mais ça reste secondaire pour mon activité. J'ai des leads qui viennent de là, qui découvrent notamment mon contenu, mais mon canal d'acquisition principal, c'est vraiment YouTube. D'accord. Et tes ventes proviennent des emails quotidiens que tu fais avec ta liste d'abonnés. C'est ça, en fait, ce que je fais. Mon tunnel de vente, en fait, est très simple. C'est-à-dire que je crée des vidéos YouTube qui répondent à des questions que se posent les gens. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à s'inscrire à mes emails secrets, donc qui sont mes emails privés, quoi, les emails que j'envoie tous les jours. Je considère aujourd'hui quand même que mon meilleur contenu se trouve dans ces emails quotidiens, parce que je peux aller plus loin, je peux creuser. C'est-à-dire que sur YouTube, ce que je fais, c'est que je réponds à des questions communes, mais c'est-à-dire que pour faire un certain nombre de vues, pour générer un certain engagement, il faut quand même, il faut pas faire des contenus trop pointus. Donc en fait, je fais du contenu qui est pas grand public, mais
qui est voilà, je réponds à des questions communes, disons sur YouTube. Je vais parler d'outils, de stratégies, etc. Mais je vais vraiment pouvoir creuser en fait dans mes emails secrets. Donc je dis aux gens simplement s'ils veulent aller plus loin, ils s'inscrivent. Et ensuite je crée une relation encore plus importante via mes emails. Je suis plus à l'aise d'ailleurs à l'écrit qu'en vidéo. Et donc là, je peux vraiment pousser les choses. Et c'est là que je vends mon accompagnement et mes produits digitaux pour ceux qui le souhaitent. Évidemment, c'est rien d'obligatoire. D'accord. Et donc c'est principalement pour aider les entrepreneurs à acquérir de nouveaux clients. Oui, c'est ça. Ouais, c'est principalement ça, et principalement en B2B. J'ai vu que j'ai un business qui est un peu hybride, c'est-à-dire que je suis pas vraiment moi-même je suis dans un mix entre du B2B et du B2C, puisque j'accompagne surtout des consultants, tu vois, des petits business, des TPE, donc ça pourrait se rapprocher d'une certaine manière à du B2C. Vu que on parle pas, je m'adresse généralement pas à des directeurs marketing, par exemple. Ça m'est déjà arrivé de faire de la formation à d'équipes commerciales, etc. Mais ça se rapproche plutôt du B2C. Mais j'aide les indépendants, si tu veux, à générer des leads B2B, juste ça. Ok. Quelles sont les 3 plus grosses difficultés que tu as pu observer dans ces profils que tu accompagnes pour générer des leads en B2B? Le problème principal en fait que je vois, et c'est un peu c'est un vrai souci et qui dure, j'ai beau me répéter là-dessus, c'est toujours le même souci, c'est que les gens n'ont pas un problème de méthode, ils ont pas un problème souvent les gens ont les informations nécessaires sur ces sujets-là, mais là où ça coince la plupart du temps, c'est sur l'offre. C'est-à-dire que on peut utiliser des messages LinkedIn tout pourris, envoyer des emails tout pourris. À partir du moment où on a une offre en béton, on peut capter l'attention de sa cible, on peut réussir à avoir son attention. Et la majorité du temps, j'ai des problématiques, en fait, mes clients ont des problématiques vraiment qui tournent autour de ça. Ils ne font pas gagner du temps ou de l'argent à leurs clients, ou alors ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en avant le véhicule pour arriver au bénéfice désiré. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de promettre pour une agence digitale plus de trafic ou plus de ventes sur un site, ils vont dire voilà, je vous aide à créer un joli site. Sauf que le site, en fait, il faut qu'il convertisse. Ce que veut le client à la fin, c'est des clients grâce à son site. Donc très souvent, ce que je vois, c'est que les gens s'arrêtent en chemin. Ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont vraiment mettre en avant le moyen, en fait, plutôt que le résultat final. Et à cause de ça, ils ont généralement moins de retours qu'ils ne le pourraient. Donc une grande partie de mon job consiste vraiment à optimiser les offres de mes clients. Ça, je parle vraiment pour les indépendants, tu vois, pour les freelances, les consultants, les coachs. C'est vraiment le souci principal. Quand ce sont des entrepreneurs plus avancés, des dirigeants de SaaS, etc., avec des équipes commerciales, c'est une autre histoire. Mais le principal problème que je vois, il est au niveau de l'offre. Et après, il y a une question aussi simplement de régularité. C'est-à-dire que beaucoup de gens en prospection prospectent uniquement quand ils en ont envie, quoi. C'est-à-dire moi souvent ce que j'explique, c'est que il faut prospecter non pas quand on en a besoin. Il faut mettre en place une véritable routine. Moi, c'est ce que je fais dans mon business. Tout mon business repose sur des routines de manière générale. Et j'ai beaucoup de personnes qui en fait vont aller prospecter quand elles en ont besoin, quand elles se disent ah là il faut absolument que j'ai un nouveau client, celui-là il va me lâcher, il faut que j'en trouve un autre. Sauf que la vente, pour pouvoir décrocher des contrats, il faut créer de la conversation régulièrement, c'est-à-dire que ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup trop de personnes qui attendent vraiment le dernier moment, que ce soit ultra urgent, et en général elles ont une attitude du coup on peut parler de mindset un peu, mais tu vois un petit peu en fait ces personnes sont pas très attirantes dans le sens où on voit qu'elles sont désespérées parce qu'elles s'y prennent au dernier moment. Elles veulent un contrat, donc elles vont pas forcément utiliser les bons mots, elles vont parfois être un peu insistantes, voire agressives. Donc tout ça ça pose problème, alors que quand on est régulier dans sa génération de leads, on n'est pas stressé, on est zen, on peut créer de la conversation de façon détendue et inspirer beaucoup plus confiance et convertir des prospects de cette manière-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment les problèmes principaux que je vois le plus souvent. Excellent, c'est celui que je vois également aussi beaucoup pour les vendeurs qui prospectent que quand ils sont dans des zones rouges, alors que ça leur donne des résultats en dents de scie. Puisque quand ils sont bien, ils performent. Et puis d'un seul coup, c'est le vide, le néant total. Ils ont plus de lead. Ouais. Et là, c'est la galère. C'est le pire moment. C'est clair. Justement, Yann, quelle est c'est la question principale de ce podcast. Quelle est la qualité mentale principale, selon toi, d'un bon commercial, d'un bon vendeur? Je pense que je vais pas être très original là-dessus. Je vais dire quelque chose comme la résilience, en fait. Parce que
il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que c'est un métier qui est difficile dans le sens où tout le monde n'en est pas capable, mais je pense que ceux qui réussissent le plus sont à vendre. Et on parle du métier de vendeur, mais même les entrepreneurs qui doivent vendre, hein, parce que ça fait partie du job, ont besoin de résilience. Et c'est pas une qualité que je vois très souvent, très honnêtement. Et ça m'arrive d'ailleurs des fois de dire non à certaines personnes qui veulent être accompagnées parce que je vois qu'elles ont pas ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc je dirais résilience, focus, beaucoup. C'est-à-dire que il faut être assez, j'allais dire insensible. C'est pas forcément ça, mais j'ai aussi pas mal de personnes qui vont, comment dire, tu vois, être influencées par. Bon, si elles traversent une mauvaise période, bah forcément, ça va impacter leur process, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est avoir tout le temps les mêmes, essayer au maximum d'avoir les mêmes process, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats dans la durée. Donc ouais, résilience, focus. Pour moi, c'est ce qui a le plus d'impact, enfin qui est le plus important. Et encore une fois, si je prends mon petit exemple, c'est vraiment là-dessus que je fais la différence dans mon domaine. Je suis extrêmement focus et peu importe ce qui se passe, je fais ce que je dois faire. Et je pense que c'est la clé en vente. Oui, pour tourner un peu également dans ce milieu de l'infoprenariat et des personnes sur Internet comme ça qui aident les coachs, ils ont aussi tendance à se laisser aller au syndrome de l'objet brillant, de la nouvelle stratégie qui va révolutionner le business d'un seul coup. Ouais. Tu dois en avoir beaucoup, ceux-là. Complètement. En fait, c'est assez compliqué parce que tu as cette envie du marché, hein, de voir de nouveaux jouets. C'est vraiment ça, hein, tu vois. Il y a cette envie d'avoir un nouveau truc, de tester un nouveau truc et tout. Et en fait, ce qui produit le plus de résultats, c'est pas de sauter d'un truc à l'autre sans arrêt, c'est juste de creuser la même chose. Moi, je crée par exemple beaucoup de produits digitaux, mais au final, tu vois, je fais toujours très attention à ça, et de toute façon, je suis assez carré par rapport à ce point-là, mais je ne me contredis pas. Toutes mes formations sont complémentaires. Ça n'est pas une méthode qui va remplacer une autre. Tu vois, ça, c'est souvent le grand truc des infopreneurs. Cette méthode-là, elle est terminée, elle est morte. Maintenant, il faut faire ça. Alors moi, souvent j'enseigne, ce que j'enseigne, ce sont de grands principes, des choses qui sont assez intemporelles. J'aime pas succomber aux tendances, etc. Et évidemment que ça se vend beaucoup mieux. Tu vois, en ce moment, ChatGPT, l'IA est évidemment au cœur dans la tête de tout le monde, de tous les entrepreneurs et commerciaux, et ça se vend très bien quand on met des trucs, quand on met de l'IA, quand on injecte de l'IA dans des produits, et il faut le faire quand c'est utile. Mais en réalité, la clé, c'est, une fois qu'on comprend les grands principes de la vente, tu vois, tu peux avoir des résultats. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'invente de nouvelles choses, mais très souvent, je dis à mes clients, ne prends pas 40 trucs, ne te disperse pas. Applique déjà ce que tu as appris, parce que l'information sans passage à l'action n'a aucune valeur. Donc, applique déjà ce que tu fais. Et en fait, le problème qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de gens qui baissent les bras trop vite. C'est pour ça que je parlais de résilience. Tu vois, ils vont prendre par exemple une formation ou autre, ou regarder une vidéo YouTube. Ils vont appliquer ça pendant 2 jours. Ils vont pas avoir les résultats escomptés, et du coup, ils vont abandonner. Et en fait, il y a un problème aussi que je vois, et je veux insister là-dessus, c'est que à cause justement de toutes ces personnes qui jouent sur ce syndrome de l'objet brillant, tu vois, en sortant des produits, des nouvelles méthodes révolutionnaires sans arrêt, on fait croire au marché d'une certaine manière que s'ils n'arrivent pas à faire les choses facilement, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Et du coup, dès que quelqu'un n'a pas des résultats en 3 jours ou une semaine, il va se dire ok, c'est la méthode qui convient pas, je vais faire autre chose. Alors qu'en réalité, c'est dans la tête, c'est au niveau de leur process, au niveau de, voilà quoi. La plupart du temps, ils ont juste il faut juste persévérer quoi. Au final. C'est un bon message, parce que c'est vraiment ce qu'on veut essayer de faire passer, c'est passer en mode exécution quoi, mais exécution à fond. C'est ça. Tu fais pas ça pour 6 mois, quoi. Tu fais ça pour, comme le dit Simon Sinek, le jeu infini. Ouais, carrément. Je pense que justement, je pense que c'est ça, c'est qu'on a. Après, je pense que c'est normal. Hein. Après, c'est toi je pense que t'es plus calé que moi sur ce sujet-là, mais au final, les personnes sont dans une recherche de bénéfices immédiats. Alors qu'en réalité, la solution pour avoir des résultats, c'est de même pas penser aux bénéfices immédiats, c'est essayer de se détacher
du résultat et contrôler uniquement ce qu'elles peuvent contrôler, tu vois, créer de la conversation, avoir un maximum d'appels téléphoniques avec des prospects qualifiés. Ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Maintenant, vraiment réussir à décrocher faire X ventes en une semaine, enfin, je pense que c'est pas l'idée, quoi. C'est pas l'idée. Si on est obsédé par ça, on n'y arrive pas, à mon avis. Faut juste se dire, ok, j'envoie X messages, je fais ceci, cela toutes les semaines ou tous les jours à telle heure. Et si on fait ça, si on se focus là-dessus, on a inévitablement des résultats. Clair. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Yann, quel serait-il? Voilà, compliqué ça. La vente en un verbe. J'allais juste dire persévérer, mais c'est un peu simple. Mais ouais, vendre, c'est aider en fait. Vendre, c'est aider. Pour moi, c'est en fait quand on a cette image, surtout d'ailleurs les Français ont cette image de tu sais celui qui vend, le vendeur, c'est celui qui soutire de l'argent, c'est presque quelque chose de mal. Moi je considère que vendre c'est être au service. Donc c'est pas exactement un verbe, mais oui, si aider, je pense que ça c'est la meilleure façon de voir les choses. Et je pense et souvent d'ailleurs quand j'explique ça débloque pas mal de personnes qui ont justement du mal avec la vente parce qu'elles se disent ouais mais j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis. Enfin tu sais tous les clichés habituels. Donc à partir du moment où on se dit que quand on vend quelque chose d'utile, évidemment, quand on a des bêtises à vendre, c'est pas pareil, mais quand on a quelque chose de valeur à vendre, en fait, on est utile, on aide la personne en face, on a intérêt à vendre pour pouvoir aider nos clients. Donc, ouais, persévérer ou aider, au choix, tu choisis. Ok, je prendrai les deux. Justement, on parlait de l'intelligence artificielle qui va quand même pas mal révolutionner nos entreprises, nos business et le métier commercial. Quelle est ta vision du métier commercial sur cette fin d'année 2023 et cette année 2024 qui arrive? Par rapport à l'IA? Par rapport au métier commercial, au métier de vendeur. Ouais, en fait, je pense que on met pas assez l'accent sur l'empathie et du coup on se laisse distraire par tous ces outils. Alors moi l'IA je l'utilise notamment pour si tu veux pour comprendre au mieux la cible, pour comprendre ses aspirations, ses peurs, ses doutes, etc. Et je pense que les commerciaux, les vendeurs de manière générale doivent être beaucoup plus préoccupés par ça que par les différents gadgets, accessoires qui sortent sans arrêt. C'est-à-dire que je pense que le risque pour beaucoup, c'est de se perdre dans tout ça. Et c'est un truc de fou parce que je le vois sur LinkedIn. T'as des contenus, t'as tout un tas d'outils sur les X outils pour vendre, les super outils pour générer des leads, tel CRM est génial. Tout ça, c'est bien. Mais je pense que le métier, justement, plus l'IA va se développer, en fait, plus les choses vont avancer, plus on va avoir besoin d'humains. Et je pense que les meilleurs vendeurs seront ceux qui justement seront les plus capables d'empathie, de se mettre à la place de leurs prospects. Et donc même s'il y a tout un tas de choses qui sont facilitées par les outils, ceux qui se reposent uniquement là-dessus et qui ne comprennent pas les grands principes et qui ne mettent pas l'humain au centre, ne seront pas les meilleurs, quoi. Et donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est que plus l'IA et la technologie progressent, plus on a besoin d'humains, de personnalisation, notamment dans la prospection. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, tu vois, on voit plein de personnes qui envoient des messages ultra génériques, standardisés. Ils sont très contents parce qu'ils ont acheté le dernier outil à la mode, sorti, tu vois, il y a un mois. Mais en réalité, je pense que c'est un métier qui va pas tant évoluer que ça. Alors on a des béquilles qui nous assistent, tous ces outils, l'IA, etc. Mais dans le fond, les principes restent les mêmes. Et ceux qui auront le plus de résultats seront ceux qui seront conscients de ça, quoi. C'est ça, je partage tout à fait ton avis, et notamment en ce moment où les gens se disent, notamment pour les commerciaux, l'IA va me faciliter le contact, le premier contact, et en fait, le contact, il reste humain, tu décroches ton téléphone, quel que soit ce que l'IA va t'apporter. Complètement, ouais. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont un peu aveuglés par les outils et oublient juste les fondamentaux. Et c'est un souci, tu vois. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un commentaire sur YouTube, quelqu'un me disait, j'avais fait une vidéo 10 astuces pour prospecter avec ChatGPT. Je fais des vidéos comme ça, je suis obligé, le marché veut ça. Moi, je donne ce que le marché veut. Et le commentaire de la personne, c'était est-ce que, les conseils que tu donnes, ils sont applicables sur ChatGPT 3.5 ou 4.0?
Je lui dis, alors moi, j'utilise la dernière version, mais en réalité, ce que j'explique dans la vidéo, ce sont de grands principes, ce sont des choses que tu peux appliquer sur n'importe quelle version de ChatGPT. En fait, tu vois, les gens mettent l'accent sur des détails, sont orientés, et alors qu'en réalité, il faut juste prendre un peu de recul et comprendre que voilà, c'est pas parce que tu utilises telle version de tel logiciel que ça va tout changer. En fait, on met beaucoup trop l'accent, je pense, sur la technologie, plus qu'il n'en faut en fait. Alors qu'en réalité, la vente reste la vente. C'est on crée de la conversation, on propose de régler un problème urgent, douloureux que rencontre le prospect. Et c'est comme ça qu'on peut capter son attention et le convertir, quoi. Exact, c'est ce qu'on dit depuis le début, la rigueur et puis exécuter son plan. Hein. En fait, il y a pas de résultats, enfin d'outils magiques qui vont te permettre de prendre des raccourcis, quoi. Ouais, il peut y avoir quelques raccourcis, voilà, mais c'est pas fondamental. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je me suis formé notamment sur ces sujets-là, et c'est ce que je fais à chaque fois que je me forme sur quelque chose, je ne mets pas la tête, tu sais, je vais pas regarder les tactiques, les outils, etc. Je vais essayer d'abord de comprendre les grands principes. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, on peut creuser pour optimiser les outils, pour gagner du temps, etc. Mais le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils vont se concentrer sur les outils, les tactiques, les hacks, etc. Sauf qu'ils n'ont pas du tout le recul, la vision d'ensemble. Et c'est pour ça qu'ils se perdent et qu'ils sautent d'un outil à un outil et ils se disent pourquoi est-ce que ça marche pas, quoi. D'ailleurs, pour avoir échangé avec beaucoup d'infopreneurs qui vendent des formations à distance où tu peux suivre le nombre de personnes qui suivent tes formations, tu t'aperçois qu'il y en a plein qui font même pas 10% de la formation. Hein. Complètement. C'est très frustrant. Tu peux mettre en place certaines choses pour régler ça. Malheureusement, après ça dépend du prix aussi. C'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, je propose des formations à tarif abordable. Je considère que voilà, si la personne, après je me détache un peu de ça dans le sens où si la personne a envie de consommer, je fais souvent des warnings en expliquant voilà, ne prends pas cette formation. Je le dis très clairement. Je crois que je suis l'un des seuls à le faire autant. Si tu prends cette formation juste pour la consommer passivement, pour la regarder et la laisser sur ton disque dur, ne la prends pas. Maintenant, malheureusement, c'est la nature humaine. Moi-même, j'ai pris des formations que j'ai pas forcément appliquées totalement. Donc, on est comme ça en fait. On a des achats d'impulsion. On est curieux. On a envie d'acheter des choses et qu'on n'applique pas derrière. Mais c'est aussi pour ça, moi, que je propose un accompagnement en complément pour ceux qui veulent vraiment encore plus passer à l'action, tu vois, qui veulent vraiment se retrousser les manches, quoi. Mais c'est malheureusement extrêmement courant et je pense que c'est un peu impossible de lutter contre ça. Quelle est l'opportunité, Yann, que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie? Alors, j'ai pas eu d'événement. Je dirais pas que j'ai eu un événement déclencheur. Enfin, tu vois, un truc en particulier. Peut-être quand même. Ah, si, peut-être quand même la compréhension que LinkedIn était une bonne plateforme pour moi. En fait, c'est plus ça, c'est que je suis arrivé sur LinkedIn au bon moment, je pense, et c'est ça qui m'a permis de décrocher mes premiers contrats. En fait, je me suis au départ quand j'étais freelance, je me suis renseigné vraiment à droite à gauche. J'ai beaucoup consommé d'informations justement, mais je pense que là où j'ai eu un peu, alors je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais je me suis dit ok, mes prospects sont sur LinkedIn et je vais justement mettre tous mes efforts dessus. Et c'est grâce à ça notamment que j'ai développé une agence de prospection à un moment et c'est à partir de là que les choses ont vraiment décollé pour moi. Donc en fait, une bonne partie de mes revenus dépendent aujourd'hui de ce petit événement qui est la découverte de LinkedIn et des nombreuses opportunités qui s'y trouvent. Même si aujourd'hui je diversifie à fond et tout. Donc c'est plus la découverte de la plateforme et l'apprentissage encore une fois de la prospection, comment savoir vendre en fait. Au départ, je me suis pris des murs et je dirais que c'est ça. C'est pas eu un événement ponctuel comme ça. C'était un long processus. Mais c'est ce que je te répondrai en tout cas. Tu as publié beaucoup dès le départ sur LinkedIn? Alors au départ, j'ai pas beaucoup publié. En fait, je suis vraiment très axé prospection de base. C'est-à-dire que vraiment ma façon de faire décoller mon activité, c'était via des messages privés. J'ai pas beaucoup misé sur le contenu. Très honnêtement, le contenu sur les réseaux, c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est pour ça que je m'éclate dans ma newsletter. Mon meilleur contenu se trouve dans ma newsletter parce que je suis pas bridé par les algorithmes. Tu vois, j'ai pas besoin de raconter ceci ou cela pour faire plaisir aux GAFAM. Je dis ce que je veux dans ma newsletter et ceux qui sont contents restent abonnés et les autres se désabonnent. Donc je suis de base, moi mon truc c'est vraiment l'approche directe. J'envoie des messages,
je chope ensuite comme ça des prospects intéressés et je les convertis. Mais par contre, c'est une fois que j'ai fait ça, c'est là que j'ai commencé à documenter sur YouTube. J'ai pas publié du contenu, c'était vraiment en 2017, il me semble. J'ai pas publié du contenu sur LinkedIn. J'en publie un petit peu aujourd'hui, mais c'est plus pour m'amuser qu'autre chose. J'ai pas vraiment besoin de LinkedIn aujourd'hui. Je mise beaucoup plus sur le SEO sur YouTube et sur mon blog. Mais par contre, oui, j'ai beaucoup publié sur YouTube en expliquant justement ce que je découvrais. Et il y a beaucoup de contenu que je vois aujourd'hui en 2023 au moment où on fait cette interview que j'ai traité mais maintes et maintes fois sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui reviennent. Mais j'ai traité ça il y a des années en fait. C'était souvent, ça me fait rire. Je vois des pseudo découvertes en fait, mais j'ai fait ça il y a 5 ans sur YouTube, tu vois. Donc c'est vraiment sur YouTube que j'ai beaucoup publié. Je me m'étais fixé justement de publier 4 fois par semaine. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Après je me suis calmé. J'ai publié 2 fois par semaine et là je ne publie que une fois par semaine. Mais c'est une plateforme que j'aime tellement que j'exclus pas d'augmenter un petit peu la fréquence parce que ça ne rajoute absolument rien en plus à mon workflow. C'est-à-dire que j'ai des process tellement carrés que ça changerait pas grand-chose pour moi de passer à 2 vidéos par semaine. Donc ouais. Du coup, t'es certainement obligé de reprendre forcément plusieurs fois les mêmes sujets que tu vas aborder sous un angle différent. Ouais, parce que en fait, sur YouTube, t'as une question de, en fait, quand tu fais connaître ta chaîne sur un sujet en particulier, ce sont les vidéos qui sont forcément liées à ce sujet qui marchent le mieux. Et de toute façon, moi, c'est ce que j'aime aussi. Tout ce qui est prospection B2B, c'est mon truc, c'est mon cœur de métier. Donc, effectivement, j'aborde très souvent les mêmes sujets, mais avec des angles différents. Parfois, je parle de nouvelles découvertes. Et en réalité, c'est un domaine qui est... Alors c'est pas infini évidemment, mais tu vois dernièrement avec ChatGPT, tu peux trouver plein d'idées intéressantes aussi, des choses pour faciliter la prospection. Je découvre des nouveaux outils, je fais part de mon expérience sur certaines choses qui me sont passées avec qui me sont arrivées avec des prospects. Donc effectivement, il faut avoir cette capacité quand on crée sur une plateforme comme ça à aborder le même sujet, un peu comme un artiste qui fait tout le temps la même chanson mais différemment, tu vois. Tu sais, souvent t'as des artistes qui ont un super hit et au final ils refont un peu le même hit avec d'autres instruments, etc. C'est un peu pareil sur YouTube. Au final, on parle des mêmes sujets mais de façon avec une autre accroche, une autre façon d'aborder la chose, quoi. Ok. J'aime bien ce parallèle avec la chanson. On va parler de mentor, enfin d'accompagnement, puisque c'est quand même quelque chose que tu fais beaucoup pour tes clients. Moi, je pense qu'on a tous besoin d'un mentor pour réussir, quelqu'un qu'on va prendre en exemple, puisqu'on est la somme globale de ce qu'on dit, de ce que Jim Rohn disait, des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet? Et toi, quel a été ton mentor dans ton parcours? Alors non, c'est un sujet que j'aime bien. Je suis persuadé aussi que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est plus avancé que nous pour nous montrer la voie. En fait, pourquoi s'embêter à perdre du temps et à perdre de l'argent aussi alors qu'on peut avoir les choses presque toutes faites pour nous. Alors je caricature un peu. Alors moi c'est intéressant parce que pendant longtemps justement j'ai cherché quelqu'un qui moi pouvait m'accompagner, m'aider, etc. Et en fait j'ai jamais trouvé. C'est un peu ça mon problème, c'est-à-dire que en France, en francophonie, c'est-à-dire que moi j'ai une façon de faire du business qui est un peu particulière, qui est très très, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime pas faire et des choses que j'aime faire. Je suis un peu rigide sur certaines choses et j'ai jamais trouvé justement de personnes qui avaient exactement le modèle que je voulais. Donc en fait, j'ai jamais pu trouver, alors que j'étais prêt à le faire, et je suis toujours prêt à le faire. Je cherche encore cette personne si elle veut se manifester, ça m'intéresse. Mais j'ai jamais trouvé justement la personne qui avec le style qui m'intéressait, avec le modèle qui m'intéressait. Souvent, ce que je vois n'est pas ce qui m'attire le plus. Il y a des gens qui ont énormément de succès, mais j'ai pas forcément envie de prendre la même voie. Donc en fait, ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, c'est justement en fait, je leur propose l'accompagnement que justement j'ai pas pu avoir moi-même. Donc j'essaye de combler, si tu veux, sur le marché ce gap-là. Par contre, j'ai eu un mentor dans mes années quand j'étais en agence publicitaire. Alors j'étais pas entrepreneur encore, mais c'est-à-dire que j'ai énormément appris d'une personne. J'étais dans une des plus grosses agences françaises et j'ai eu une fois une personne sympa dans le monde du salariat qui m'a montré beaucoup de choses, qui m'a appris aussi
à perfectionner mon. En fait, moi, je suis quelqu'un de créatif de nature, mais qui m'a appris justement à canaliser cette créativité et à en faire un produit fini, quoi, à utiliser cette matière pour créer des choses concrètes et pertinentes par rapport à ce qui m'était demandé. Donc moi j'ai tendance à être un peu brouillon, à partir un peu dans tous les sens, et j'ai énormément d'idées. C'est un peu mon problème, j'ai trop d'idées. Et derrière, c'est grâce à cette personne-là en agence que j'ai qui s'appelle Anthony d'ailleurs, s'il se reconnaît, et qui m'a montré justement voilà comment canaliser ça. Et j'ai énormément appris. Et aussi au niveau au final de la persévérance, d'une certaine manière. Je parlais de mes études de droit qui ont fait que j'étais assez rigoureux. Mais c'est vrai qu'en agence, notamment, quand on te demande un vendredi soir à 18h de trouver une campagne pour une des plus grandes marques françaises pour le lundi matin, voilà, enfin, tu vois, t'as des deadlines qui sont un petit peu absurdes. C'est d'ailleurs pas une bonne chose, hein, j'approuve pas du tout. Mais du coup, ça m'a forcé à avoir à avoir des automatismes et à m'entraîner en fait finalement à trouver de bonnes idées efficaces le plus vite possible. Donc ouais, c'est le seul mentor que j'ai eu, c'était quand j'étais en agence de pub. Donc quand j'étais salarié, mais ça m'a servi par la suite, quoi. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, il y a un truc que je raconte des fois, c'est vu que j'ai fait des études de droit pendant un moment, vu que j'ai une licence, je pensais à un moment faire du droit. J'avais fait un stage en cabinet d'avocat, dans un joli cabinet. Un stage, j'étais pas du tout à la fin de mes études, mais c'était pour voir si ça me plaisait. C'était intéressant, mais c'était pas toujours évident. Et il y a une phrase qui m'a marqué et que que j'applique encore aujourd'hui. En fait, je bossais sur, alors faut pas que je donne d'infos trop confidentielles, mais je bossais sur un mariage, un divorce même plutôt, d'une célébrité, enfin quelqu'un de très connu. Et le job, en fait, c'était de regarder dans les conventions internationales ce qui pouvait être arrangeant pour le client du cabinet. C'est-à-dire que voilà, il voulait pas perdre trop d'argent, quoi, concrètement. Et j'ai creusé dans les bouquins. Enfin, j'ai passé énormément de temps dans les conventions bilatérales, à voir ce qui pouvait arranger le client. Et en fait, j'ai rien trouvé. Donc je suis allé voir l'une des personnes qui s'occupait de moi, enfin un des décideurs, quoi. Et je suis rentré dans son bureau et je lui dis mais j'ai rien trouvé, parce qu'il m'avait demandé vraiment voilà, il faut que tu trouves quelque chose qui va dans ce sens. Je lui ai dit mais j'ai pas trouvé, j'ai tout creusé, etc. Et il m'a dit une phrase dont je me rappelle encore, il m'a simplement répondu c'est pas ce que je veux entendre. Alors ça peut paraître tout bête, mais ce que j'ai appris à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, enfin juste pour finir l'histoire, c'est que à partir du moment où il m'a dit ça, j'ai cherché avec cette idée selon laquelle j'allais trouver, et j'ai trouvé. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que notamment quand on parle de prospection, B2B, etc., enfin, même trouver des idées. Souvent on me dit, je veux pas partir dans tous les sens, mais on me dit, ouais, mais j'arrive pas à trouver des idées de contenu, etc. Et en général, je dis la même chose. C'est pas ce que je veux entendre. Trouve. Et ça peut paraître débile, mais à partir du moment où on se met cette contrainte et on ne se laisse pas le choix, et que la seule solution c'est de trouver. Moi, quand je me dis ok, il faut que je trouve 2 idées de vidéos YouTube, je me laisse pas l'opportunité de ne pas trouver. Et le fait de me mettre cette contrainte là change absolument tout. Et c'est notamment l'un des secrets entre guillemets de ma productivité, c'est qu'il y a pas il y a pas de plan B, il y a pas, tu vois, de solution de secours, il y a pas d'option, je n'ai pas trouvé ou je n'y arrive pas, etc. Donc c'est à chaque fois que je raconte ça, je me dis que c'est un peu bête, mais en fait c'est pour moi l'un des meilleurs conseils que j'ai trouvé. C'est que souvent on baisse les bras, j'y arrive pas, machin. Non, en fait c'est pas ce que je veux entendre. Tu vas trouver, et à partir du moment où tu te fixes ça change souvent pas mal de choses. Ok. Et toi, quel conseil donnes-tu le plus souvent? En prospection, alors sur quel sujet? Un peu tout. Oui, un peu tout. Qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est redondant dans les conseils que tu peux apporter? Souvent, fait gagner de l'argent ou du temps. C'est-à-dire que, en réalité, vu que je parle beaucoup de prospection, j'en parlais, enfin je l'évoquais tout à l'heure, hein, je reparle des mêmes sujets, mais souvent ce que j'explique, c'est que tu n'arriveras à capter l'attention de ta cible que si tu lui proposes de régler un problème qui l'empêche de dormir, quoi. Donc en fait, souvent ce que tout mon travail, c'est d'amener mes clients à se mettre dans les bottes de leurs prospects, à vraiment, tu vois, les questionner. Donc souvent, j'invite les gens à créer de la conversation avec leurs prospects, même sans chercher à vendre,
juste pour comprendre la cible, et pour comprendre vraiment ce qui se passe dans sa tête et ce qui l'empêche de dormir entre guillemets. C'est une image évidemment, mais du coup le problème le plus je pense que ça saoule pas mal de personnes, c'est que je leur dis voilà, règle un problème urgent, douloureux, fais gagner du temps ou de l'argent en fait. Et à partir du moment où tu peux faire gagner du temps ou de l'argent à tes prospects, on pourra t'entendre. Enfin, tu capteras l'attention et t'arriveras à faire des ventes, quoi, tout simplement. Donc ça paraît tout bidon, tout bête, mais c'est mieux que utilise tel outil, utilise telle nouvelle stratégie, telle nouvelle méthode. C'est tout aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça. Ok. Quel est l'échec le plus cinglant que tu as rencontré dans ton parcours et qui t'a permis de plus progresser? Alors, c'est pas vraiment un échec au final. J'ai eu pas mal de chance là-dessus. C'est pas vraiment un échec business, mais c'est est-ce qu'on peut appeler ça un échec? Je te laisse juger. Mais au départ de mon activité, donc j'étais indépendant. Ça commençait à bien tourner. Et c'était pas dingue, mais je gagnais déjà plus que ce que je gagnais quand j'étais salarié. Et je suis parti en vacances avec ma copine à l'époque. Enfin, c'était cool. C'était les premières vacances que je me payais avec mes revenus d'indépendant. Et à mon retour de vacances, je reçois un courrier, je sais plus si c'était l'URSSAF ou je ne sais quoi, qui me disait vous avez dépassé le plafond de la micro-entreprise, donc maintenant vous passez de 5% de charge à 60, un truc comme ça. Donc c'est pas tu vois, c'est pas vraiment une chose comment dire, je suis pas vraiment coupable de ça, mais ce qui s'est passé, c'est que parce que les choses se sont plutôt bien passées, j'avais l'acre, je sais plus comment c'est aujourd'hui maintenant, si ça a changé ou quoi, mais j'avais vraiment très très peu de charges, et le plafond de la micro-entreprise était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est 70 000 ou quelque chose comme ça. À l'époque, c'était pas ça du tout, et c'était au prorata. Donc en fait, j'avais même pas vraiment dépassé, mais au prorata, c'était considéré comme voilà, excédant le plafond. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je gagnais pas mal, mais je gagnais pas du tout suffisamment pour payer jusqu'à 60% je dis 60%, j'englobe tout, hein, je rentre pas dans les détails, mais c'était, au final, vraiment, je passais de 5, 7 à 60%, ce qui était complètement impossible pour moi. Donc ça, c'était une vraie douche froide. Et en réalité, ça m'a été utile parce que c'est justement à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est simple. Là, maintenant, soit tu redeviens salarié, soit tu te démerdes pour trouver des clients. Et c'est ça qui m'a poussé justement à arrêter de dépendre du bouche à oreille, des recommandations, etc. Et à me former justement sur la vente, sur la prospection. Et c'est à partir de là que les choses se sont encore mieux passées. Donc c'était un peu qui tout double. Donc c'est pas vraiment un échec. Enfin tu vois, c'est plutôt quelque chose de positif de dépasser le plafond. Mais ça m'a quand même. C'était un moment assez compliqué, mais que j'ai réussi à surmonter. Voilà, en me formant, en me concentrant sur la vente, quoi. C'est comme tu le disais tout à l'heure, pas de plan B, on brûle ses bateaux. C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, et ça marche. Pour l'instant, ça marche. Donc, écoute, c'est pas ce qui t'a amené. C'est à nouveau une fiche d'imposition qui t'a amené à aller en Estonie. Non, c'est pas pour des raisons fiscales, contrairement. Alors, on pourrait évidemment le penser. C'est pas sans. Alors, évidemment, c'est intéressant, mais je paye mes impôts en Estonie et à Malte maintenant. Il faut le savoir. Donc, ça se fait 2 pays. C'est pas si simple que ça. Les gens souvent se font une idée un peu biaisée de ce point-là. Non, la raison pour laquelle j'ai mis ma boîte en Estonie, c'est parce que je me suis rendu compte que la France était un enfer administratif. J'ai pas dit fiscal, j'ai dit administratif. C'est-à-dire que il y a une période, j'ai eu tout en même temps, j'ai eu des problèmes avec mon comptable qui faisait pas le boulot, etc. Je me suis retrouvé vraiment dans une sale situation. J'ai dû refaire toute ma compta de plusieurs années de façon assez compliquée. Enfin, c'était un cabinet qui était en train de tomber enfin voilà, qui faisait faillite. En même temps, presque en même temps, c'était à peu près la même période. J'ai été prélevé plusieurs fois de la TVA, plusieurs fois de l'impôt sur les sociétés. Je payais absolument tout en temps et en heure. Mais j'avais quand même des courriers des impôts qui faisaient des erreurs systématiquement. Le dimanche matin, tu te réveilles, t'as un courrier, oui, si vous payez pas ça, il y aura les huissiers. Mais en fait, j'ai déjà payé. Donc en fait, je me suis rendu compte que je passais plus de temps. Et d'ailleurs, j'ai sauté des vacances parfois à cause de ça. C'est-à-dire que quand tu donnes tes coordonnées bancaires à l'administration et qu'elle se sert sur ton compte et qu'elle te dit oui, on vous remboursera dans X mois, et que tu peux pas partir en vacances à cause de ça, là, ça a été un peu la goutte de trop. Et j'ai simplement voulu mettre ma boîte dans un pays où il n'y a pas de papier et où toutes les choses sont fluides. Et c'est pour ça que je l'ai mise en Estonie, parce que c'est un peu la Silicon Valley de l'Europe. C'est-à-dire que tout est fait en ligne. Je signe tout de façon électronique. J'ai pas de papier. Tout est beaucoup plus carré, beaucoup plus fluide. Et
Et là-bas, il y a pas de fraude, hein, parce que moi, en France, moi, je sais que le système pousse un petit peu certains à la fraude. Moi, je connais des entrepreneurs qui sont un peu freestyle, justement parce que les choses sont floues. En Estonie, il y a pas un centime qui dépasse. Tu payes tout en temps et en heure, sinon tu as des problèmes. Mais il y a pas t'as pas de zone grise ou quoi que ce soit. Tout est carré, tout est en temps et en heure, et t'as intérêt à être réglo. Mais tu as cet aspect très fluide, tu as une vraie fluidité administrative, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ma boîte là-bas en 2020. Moi, je suis parti aussi de France, notamment. Et après, je suis parti aussi pour d'autres raisons. On pourrait en parler des heures, mais j'ai vécu la majorité de ma vie à l'étranger, donc c'est aussi pour ça. Moi, la France ne me plaisait pas tant que ça. Mais voilà, en tout cas pour la partie estonienne. Ok. Et puis l'État n'est pas en faillite, surtout. Ouais. Ah bah alors après ils sont dans une zone qui est pas ultra safe, hein, mais c'est pas, en tout cas c'est un pays qui se porte bien de base. Est-ce que tu as une punchline, un mantra positif qui tourne en boucle comme ça, qui te donne la pêche ou que tu transmets? Ah, là, tu me prends le cours. J'ai pas ça, non. En tout cas, pendant un moment sur YouTube, je parlais de vivre sans limite. C'est un peu ça. Je dirais peut-être. Alors sans limite, c'est pas forcément bien dit d'ailleurs, mais c'est vrai que moi j'ai un truc j'ai du mal avec l'autorité, le trop de responsabilités, etc. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je suis pas propriétaire, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de salariés. Voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses. Là, je reviens d'un petit voyage en Europe, je suis rentré chez moi à Malte, mais du coup, ouais, non, le fait de vivre, je dirais avec le moins de contraintes possible. C'est aussi pour ça qu'on lance son activité. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé ça, que j'ai lancé mon business. Donc, je dirais, ouais, vie avec le moins de contraintes possible. Bon, ça m'est personnellement adressé, hein, et c'est quelque chose qui est intégré. Je me le dis pas forcément tous les jours. C'est déjà c'est déjà entendu pour moi, mais en tout cas, c'est un petit peu mon refrain interne. Ok. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut limiter ta progression? Alors mental, tu vois, j'aurais dit le management. Je suis nul en management. C'est de ça dont tu parles, ou plutôt une croyance limitante? Ça peut être une croyance limitante plutôt. Je parlais d'une compétence mentale, effectivement, une croyance limitante. Ouais. Bah à la base, je t'aurais dit déléguer, mais c'est quelque chose que j'ai un peu soigné. Donc aujourd'hui, j'ai des prestataires, mais c'est vrai que j'ai quand même, je suis pas ultra à l'aise. Je me mélange pas beaucoup, c'est-à-dire que je fais pas beaucoup de partenariats, etc. J'ai énormément de demandes, de propositions. Je sais que si j'acceptais, je serais sans doute encore plus loin au niveau business, mais c'est pas, je sais pas si c'est sans doute une limite. C'est pas un truc qui m'épanouit beaucoup. Je suis un gros introverti. Je prends forcément pas toujours de plaisir. Enfin, lors d'échanges comme ça, c'est toujours top, tu vois. En plus, c'est one to one, donc c'est cool. Mais c'est vrai que oui, je suis pas la personne la plus sociable du monde. C'est pour ça que je vis sur une petite île aussi. Et je pense que le fait d'être un peu plus d'être plus ouvert j'allais dire rencontrer, pas forcément ça, mais à me mélanger entre guillemets, peut-être serait une meilleure chose pour moi. J'ai aucun problème dans les échanges, tu vois, en one to one comme ça, même avec des prospects, etc. Mais c'est pas, je suis pas trop dans la collaboration avec d'autres, avec des collègues marketeurs ou vendeurs, etc. C'est une particularité que j'ai. Je sais il y a beaucoup, tu vois, dans le domaine du marketing, de l'infoprenariat, t'as tout le monde qui fait des partenariats avec tout le monde. Je reçois sans arrêt des trucs là-dessus. Ça m'arrive d'accepter, mais ça me demande beaucoup d'énergie. J'ai récemment accepté un sommet notamment en ligne qui était organisé par une coach, et c'était super, mais ça me demande beaucoup d'énergie et c'est pas évident pour moi d'accepter ça. Donc ça fait partie des freins, ouais. Est-ce que ça correspond à une barrière interne, ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, je t'ai jamais vu dans des séminaires ou dans des choses comme ça, ouais, de coach. J'en ai fait, j'ai fait une fois je peux faire de la scène, tu vois, parce que j'ai fait une conférence sur LinkedIn à une époque et tout, mais je l'avais fait histoire de me prouver que je pouvais le faire, mais une fois que je l'ai fait, ça m'intéresse plus, quoi. C'est-à-dire que je prends pas de plaisir là-dedans. C'était un challenge. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de scènes, j'avais un groupe de musique, etc. Donc je sais que j'ai pas de problème sur scène. Enfin, si, c'est quelque chose qui est violent, mais je peux le faire. Mais je prends pas toujours,
quand c'est pour la partie business, etc., je prends pas de plaisir. J'ai pas, mon ego n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de parler sur scène. C'est pas un truc qui me. Je comprends complètement que ça puisse être le cas pour certains. Je comprends complètement ça. Mais moi, c'est pas ce qui me drive le plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment avoir des résultats pour les gens, en fait. J'ai pas besoin de briller. Je pourrais même, très honnêtement, même les réseaux sociaux, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Je pourrais complètement, enfin, si c'était pas mon métier, je serais même pas sur les réseaux. Tu vois, je suis parti pendant 2-3 semaines en vacances. Je prends pas de photos de moi dans les endroits où je vais. Enfin, c'est pas naturel pour moi. Ok, c'est vrai. J'ai jamais pu voir de choses où tu partageais autre chose que le business. Je me force un peu des fois. Ouais. Je me force, mais je fais des tests et tout. Mais c'est pas un truc qui me plaît fondamentalement, quoi. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial? Alors, oui, commercial d'une certaine manière, parce que c'est en tant qu'entrepreneur, on est commerciaux, ça fait partie du job. Écoute, simplement de la fermer et d'écouter les gens, quoi. Simplement, tais-toi et écoute, mais vraiment. Je dirais ça parce que c'est on croise, enfin tu sais, l'image populaire du vendeur, c'est c'est le tchatcheur qui arrête pas de débiter. En réalité, moi les meilleurs vendeurs que j'ai rencontrés, c'était toujours des personnes qui écoutaient, qui te faisaient sentir important aussi. Ça c'est un truc qui est intéressant, c'est que tu vois la différence entre quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui écoute activement. J'ai accompagné des personnes diverses et variées, et tu sais, la personne qui écoute, c'est celle qui va faire oui, d'accord, oui. Et tu vois, de façon un peu cliché, alors que celui qui écoute, tu vas te rendre compte lors de l'échange par la suite que il rebondit sur les choses que tu as dites en amont, etc. Donc pour moi, c'est vraiment la clé. Et au lieu de chercher à parler, voilà, se taire et écouter. Et en général, les prospects, quand on écoute vraiment, nous livrent sur un plateau ce dont on a besoin pour les convertir. Donc, faut juste la fermer. C'est clair. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Yann, mais si tu l'as écouté quelques fois, tu sais que c'est pas tout à fait fini. J'ai 5 questions rafales qui clôturent ce podcast. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, une citation qui t'inspire et qui inspire les vendeurs légendaires. L'obstacle et le chemin, ça vient du bouquin de Ryan Holiday sur la philosophie stoïcienne que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas la citation exacte de Marc Aurèle, mais c'est pour moi ça doit faire partie des citations que doivent connaître les commerciaux, parce que des obstacles il y en a. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? Influence et manipulation de Robert Cialdini. J'aime pas la partie manipulation, mais c'est pour le titre, mais ça va bien plus loin que ça. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Persévérer, continuer. Hein. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups? Ah, c'est pas évident ça. Une question à tous les coups pour tous les prospects dans tous les secteurs. Écoute, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Faut pas la poser comme ça, mais il faut la tourner différemment. Une croyance limitante que tu as su briser? Ouais, le fait que j'étais la personne qui pouvait faire certaines choses, la seule personne qui pouvait faire certaines choses dans mon business, alors que c'est facile à déléguer. Avant de se dire au revoir, Yann, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Il y a un créateur d'un logiciel de prospection par email qui a pas mal de choses, je pense, à partager là-dessus. C'est Niels Cohen de Emelia. Ok. Je connais la solution Emelia. J'ai pas encore utilisé. J'ai failli le faire très très récemment. Et c'est un Français? Ouais, c'est un Français, ouais, très sympa, avec qui j'ai souvent échangé. Moi, je trouve que sa solution, Emelia, est vraiment top. Et vu qu'il est purement dans tout ce qui est prospection et tout, il a des choses à apporter. Ok, super, je le contacterai. Enfin, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi? Alors, le plus simple, c'est de s'inscrire à ma newsletter quotidienne en allant sur emailsecret.com, email avec un S et secret avec un S à la fin, tout attaché. Donc ça, c'est ma newsletter. Sinon, sur LinkedIn ou YouTube en tapant Yann Le Naine. Ok. Je te remercie en tous les cas pour cet échange, Yann, et puis je te souhaite tout le meilleur pour ton business à venir. Merci à toi pour l'invitation, Marc, c'était top. À bientôt. Salut. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode.
mentalement fort. We'll be back.